une dynamique lancée quelques années plus tôt. Excusez-moi. Et donc, l'objectif de l'association, c'est de participer à la réduction de l'impact environnemental du transport maritime ici et maintenant. Donc, après un diagnostic, on a choisi que la solution pour pouvoir répondre à cette question, c'est du coup de promouvoir la propulsion par le vent de navires au niveau local, national et européen. L'idée, c'est que c'est une solution qui est déjà disponible, qui peut atteindre des niveaux de décarbonation à 2 chiffres et qui sera aussi demain indispensable aux navires hybrides zéro émission. Donc, c'est une solution pour maintenant, pour après-demain et pour encore plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc, aujourd'hui, Winship, c'est plus de 20 membres qui sont des sociétés pionnières de la propulsion par le vent, à savoir des armateurs, des fournisseurs de technologies, des architectes, des bureaux d'ingénierie. Et l'association, avec ses membres, travaille à 4 objectifs. Donc, faire connaître les solutions, améliorer les conditions de compétitivité de la filière qui est en train de se créer, accueillir des nouveaux arrivants, donc des nouveaux projets de technologie, d'armateurs, et aussi construire ensemble des projets qui sont capables de faire avancer la filière dans son ensemble. Et faire tout ça en interaction avec l'ensemble de l'écosystème industriel, institutionnel, financier, pour pouvoir construire une filière qui s'intègre dans l'ensemble des filières connexes. Donc, les missions de Winship, ça va de l'information, la diffusion, à l'établissement d'informations sur le sujet, pour pouvoir maintenir un dialogue avec que ce soit les organisations publiques comme les organisations privées. Et donc, Winship fait partie du réseau international IWSA, International Winship Association, qui a été fondé en 2014, du coup, pour pouvoir promouvoir la propulsion par le vent dans le transport maritime à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, l'IWSA, c'est à peu près 130 membres supporters, qui comptent aussi des grands groupes, des grands armateurs, des sociétés de classe comme BV, Classe NK, des armateurs comme MOL, Ludrefus Armateur, Caline. Donc, IWSA, c'est la version internationale avec une portée plus grande et qui œuvre d'ailleurs au niveau de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, pour s'assurer que ces technologies soient bien intégrées dans les réglementations internationales. Et l'enjeu de l'IWSA, c'est de maintenir un niveau de jeu égal entre l'ensemble des technologies de décarbonation. Merci beaucoup, Florent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé d'écrire un livre blanc ? Le livre blanc, il permet de répondre aux besoins que les interlocuteurs de Winship et de ses membres ont généralement de comprendre qu'est-ce que la propulsion par le vent. Tout le monde se pose cette question-là. L'objectif, c'est de donner un premier niveau d'information, à la fois pour les utilisateurs du transport maritime que pour les professionnels directement du maritime, à savoir les assureurs, les ports, les financeurs, les armateurs, et puis tous les facilitateurs, donc les administrations, les élus, les clusters, les pôles, pour pouvoir permettre de mieux appréhender, du coup de mieux soutenir cette filière. L'objectif, c'est de pouvoir servir de point de référence. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir passer de la question initiale à qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est possible, à comment on y va. Et donc, le livre blanc a l'ambition de pouvoir répondre à ce premier niveau d'information-là. Alors, bien sûr, les membres et Winship continueront de répondre à la question, mais ça permet de s'appuyer dessus et de pouvoir communiquer largement et que chacun puisse s'approprier les enjeux de ces solutions. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir montrer que dès maintenant, on est capable, avec certaines solutions, d'atteindre des niveaux de décarbonation à 2 chiffres, que c'est donc déjà indispensable et que ça le sera également encore demain, toujours indispensable donc pour les navires hybrides zéro émission. Et l'objectif, c'est aussi de montrer que l'ensemble des propositions que porte le secteur sont viables et que certaines rencontrent déjà leur marché avec un certain succès et qui font donc accélérer le déploiement de ces solutions. Et ce que je voudrais rajouter en parlant du livre blanc, bien sûr, c'est remercier l'ensemble des financeurs qui ont permis de rendre le livre blanc possible, à savoir l'ADEME, la région Bretagne et les agglomérations de Saint-Nazaire et de Nantes. Et puis remercier bien sûr Lise pour son énorme travail qui a pu donner corps au livre blanc en animant des ateliers et un réseau de contributeurs et de relecteurs sur le livre blanc qu'on remercie également aujourd'hui. Merci beaucoup, Florent. Merci pour ces remerciements. Merci aussi au cluster maritime, je crois que tu l'as oublié, dans l'appui au soutien au livre blanc. Philippe, justement, on parlait de l'ADEME, je me permets de vous passer la parole. L'ADEME a accompagné Winship dans ce projet livre blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de cet accompagnement, de ce soutien, à la fois à la filière et puis au travail du livre blanc ?
Oui, merci Elise, tout à fait. Alors au niveau de l'ADEME, en fait, l'intérêt à soutenir ce travail s'appuie sur un constat qu'on peut présenter rapidement en 3 points. Tout d'abord, nous, ADEME, en tant que financeur accompagnateur, en fait, on a vu de plus en plus de projets. On a reçu beaucoup de projets en lien avec la propulsion des navires par le vent, notamment vis-à-vis de guichets de financement. Entre le premier appel à manifestation d'intérêt Navires du futur et la dernière vague du concours Innov, on a eu donc 11 projets financés par le programme des investissements d'avenir, ce qui représente un montant d'aide de 15,4 millions d'euros, hein, qui est quand même très significatif, et que par ailleurs, l'ADEME finance aussi des travaux très amont, comme par exemple une thèse en cours à l'École centrale Nantes sur la modélisation du système de propulsion vélique. Et comme on l'a dit Florent, il y a de plus en plus de navires aujourd'hui propulsés par le vent en exploitation, peut-être pas assez, mais on voit qu'il y a comme des projets en cours qu'on abordera tout à l'heure, et que par ailleurs, des systèmes de propulsion vélique sont déjà en expérimentation en conditions réelles. Alors, le deuxième constat qu'on peut faire découle un peu du précédent et qu'au travers des projets qu'on a accompagnés, on a vu se mettre en place progressivement un écosystème national. Alors, issu de la course au large et de la compétition, mais aussi de l'aéronautique, un écosystème très dynamique composé essentiellement de startups en mode agile et qu'il convient d'aider vis-à-vis des décideurs. Le troisième point est que les acteurs du monde maritime s'intéressent de plus en plus à ce sujet. Et on peut souligner ici au passage le succès d'événements Wind for Goods, qui s'est tenu à Saint-Nazaire en septembre dernier. Mais les mêmes questions demeurent, toutefois très légitimes, quant à l'intérêt du système. Donc, comme l'a expliqué Florent, comment ça marche, quel avantage entre une aile captive et une voile à profil épais? Pourra-t-on assurer l'arrivée au port à temps, le fameux ETA, dans des conditions de vent défavorables? Est-ce que le routage météo sera assez performant? Est-ce rentable pour un porte-container ou un ferry d'installer un retrofit de ces systèmes? Et d'autres questions d'ordre assurantiel ou d'ordre équipage. Ensuite, comme vous le savez tous, le contexte est très clairement à la décarbonation des activités humaines et une pression de plus en plus forte sur le transport maritime, qu'elle vienne de la part des utilisateurs finaux, des chargeurs ou qu'elle soit d'ordre réglementaire. Pour autant, les solutions technologiques usuellement mises en avant reposent essentiellement sur les carburants alternatifs, alors que ce soit les biocarburants, l'ammoniac ou l'hydrogène, dont on sait que ces derniers posent des problèmes de logistique et que par ailleurs, ces nouveaux combustibles vont être de 2 fois à 4 fois plus chers que ceux que nous connaissons actuellement, comme le reconnaissait d'ailleurs Anke Agneval, directeur général de Wärtsilä, dans une interview publiée ce mardi dans Mer et Marine. Donc, en réponse à cet écho et face à ce constat, en fait, on a trouvé naturel d'accompagner Winship dans ce travail de rédaction qui permet de vulgariser et de partager l'information à destination d'un large public. Et ce livre blanc montre très clairement, comme l'a dit Florent, que la propulsion des navires par le vent est un élément clé de la décarbonation et qu'elle est accessible dès maintenant. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation qui effectivement retrace encore le contexte de ce livre blanc. Je pense que maintenant on peut entrer un peu plus dans le fond du sujet et dans le contenu de ce livre avec Guillaume, Niels, Jean et Stéphanie qui se sont un peu pliés à l'exercice qui est pas simple d'essayer de vous présenter en quelques mots les points saillants, on va dire, de ce travail. Et on va commencer avec Guillaume, s'il le veut bien, sur, on va dire, justement cette vision un peu générale, globale, de comment finalement la propulsion par le vent peut trouver sa place et peut se situer dans la décarbonation du transport maritime. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Lise, pour tout ce que tu fais. Et je suis impressionné par le nombre de participants. C'est un honneur pour nous et pour TAUT d'être là. Le premier élément que je pense est marquant de ce livre blanc, c'est l'aspect très global, œcuménique d'une industrie, d'un secteur qui se trouve et qui se positionne en commun. On n'est pas forcément en train de... Voilà, on a beaucoup en commun, on a beaucoup à montrer, on a beaucoup de points qu'on peut faire avancer. La première des choses que je souhaitais dire, c'est que la propulsion par le vent, la propulsion vélique dans notre cas, n'est plus anecdotique, n'est plus finalement quelque chose d'un peu amusant ou quelque chose de complètement fou, comme il y a quelques années, ça pouvait être encore perçu. On se rend compte en fait tout au contraire que des choix technologiques parfois simples, parfois évidents, sont en fait ce qu'il y a peut-être de plus réaliste dans le cadre d'une véritable décarbonation du shipping.
on se rend compte sur un cadre réglementaire global. On pense évidemment à la directive FuelEU actuellement en lecture au Parlement européen, ou à des discussions très axées sur les carburants, hein, donc un fuel-centric approach, hein, comme le dit Gavin à la WSA, une approche très carburo-centrée. On peut décarboner le transport maritime grâce à des carburants propres. On se rend compte, si on réfléchit tout simplement en termes thermodynamiques, en termes de Lavoisier, qu'en fait, il n'y a pas de miracle en termes d'énergie et que si on veut avoir des biocarburants dans une approche finalement quasi miraculeuse d'une transition rapide, évidente avec des biocarburants, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme ça. Il faudrait que avoir la surface intégrale agricole, on va dire, du continent européen pour pouvoir souter une fraction de l'ordre d'un tiers de la flotte mondiale. Donc, on se rend compte qu'en fait, on va faire quand même autre chose avec nos capacités agricoles, par exemple. Ce livre blanc donc remet au centre l'église, au centre du village, remet au centre du jeu le vent. Le vent au large est abondant. Le vent au large, donc loin d'une vision qu'on pourrait croire comme étant assez erratique, le vent, ça va, ça vient. On n'a pas d'espèce d'intermittence quand on est au large, comme on peut le penser parfois dans les renouvelables. Le routage et les communications permettent aujourd'hui d'utiliser au mieux le vent comme un amendement, comme un rajout énergétique qu'on n'a pas à souter, qu'on n'a pas à embarquer avec nous. Dans le cas de ce que nous, on propose, on arrive sur certaines routes à arriver sur des 95-97% d'énergie qui n'aura pas été thermique, qui n'aura pas été dans les soutes du navire, puisque donc c'est le vent qui nous le fournira. C'est permis par un routage qui nous permet d'avoir tout le temps du vent suffisamment et d'éviter les tempêtes de l'autre côté. Grâce à ça, on arrive, et c'est ce qu'évoquait M. Conneau, à fournir des ETA, des HPA, des heures prévues d'arrivée qui sont fiables. Alors certes, on va à 11-12 nœuds, mais on peut garantir aux chargeurs, et je pense que c'est fondamental, une fiabilité. La propulsion par le vent a d'autres avantages. Elle permet un levier de positionnement marketing. Nous, on pense fondamentalement qu'il est important de parler au client final. On propose, nous, un label qui s'appelle Anemos, qui est une marque collective, qui permet de donner de la transparence, qui permet au client final une expérience immersive du transport maritime. C'est le levier de la valeur ajoutée environnementale qu'on peut apporter jusque sur le marché, jusqu'au client final. Et c'est un des éléments, une des externalités fortes que peut permettre le transport à la voile, qui est de parler à tout le monde, en fait, et d'évoquer les sujets de réchauffement climatique de façon, on va dire, non angoissante. On apporte des solutions finalement et d'évoquer les sujets d'océan en général, 70% de la planète, etc. Non, ça n'est pas que ce que nous avons dans le dos quand on regarde la plage. L'océan, il est sur votre paquet de café, sur votre tablette de chocolat, sur votre bouteille de cognac à l'étranger ou autre. Et c'est fondamental, on pense aussi, de pouvoir parler aux populations de l'océan comme étant fondamental dans la décarbonation. Enfin, puisque donc ça faisait partie de mon périmètre, le transport à la voile rend des services financiers, on va dire, de décorrélation de nos taux de fret sur le long terme par rapport au taux du baril, permet d'envisager une mondialisation qu'on va dire heureuse dans un monde réchauffé. Ça permet également de faire moins de bruit, de moins choquer la faune sous-marine, de moins percuter des cétacés et d'avoir des externalités, ou de moins rejeter de ne pas dégazer du tout d'ailleurs, et d'avoir, du fait de la très faible consommation d'hydrocarbures et de toute façon de meilleure qualité, des gaz quasi inexistants d'un point de vue sanitaire. Donc ça permet d'autres externalités de l'ordre DD14, donc la vie sous-marine, qui viennent avec. Ça fait partie du package. Donc, pour conclure, Lise, ça doit faire à peu près, je passe le relais, c'est une évidence. On ne peut pas faire l'économie de ne pas regarder le vent et la propulsion à la voile si on veut être sérieux en parlant de décarbonation du transport maritime. Et je suis ravi, après 10 ans d'expérience chez Tao Transport à la voile, qu'on mette la balle au centre et qu'on commence à jouer. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette introduction large, mais effectivement, tu as bien balayé tous ces aspects à la fois de biodiversité, de responsabilité sociétale des entreprises, de réponse aux enjeux effectivement des carburants alternatifs et du cadre réglementaire. Donc, bravo, merci. Et je passe la parole à Nils qui lui a une question aussi un peu tricky. J'aime bien leur poser la question
Sympa. Sur, finalement, quand on parle de propulsion par le vent, qu'est-ce que c'est un peu concrètement? De quoi on va parler? Et donc, j'ai 5 minutes pour ça. Bonjour à tous. Et donc, effectivement, je dois vous résumer le chapitre 2 de ce livre blanc, ce super livre dirigé par Lise. Qu'est-ce que c'est concrètement le transport à la voile en 2022 ? Je vais tenter d'y répondre en abordant deux sujets. D'abord, les différents types de technologies, donc les différents types de propulseurs éoliens, les balayer rapidement. Et puis ensuite, apporter des éléments de réponse à la question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire des cargos à voile qui n'avancent qu'avec les voiles et sans moteur du tout. Donc voilà, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. D'abord, sur les différents types de technologies, c'est vrai, enfin, je m'adresse à vous comme si vous ne connaissiez rien au sujet du transport à la voile, mais je vois que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens bien assez avertis qui connaissent bien le sujet. Mais voilà, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le transport à la voile, on pense aux clippers d'il y a 100 ans qui ramenaient les épices d'Orient. Et donc, globalement, c'était des bateaux, je vais faire une grosse approximation, mais c'était des bateaux qui se ressemblaient tous un peu, avec 3, 4, 5 mâts, des voiles à phare carré et des phoques à l'avant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le transport à la voile moderne, eh bien, il va être beaucoup plus divers. Il y a pas mal de technologies différentes qui émergent. Donc, il y a les voiles souples, les voiles classiques, on va dire, comme celles que vous avez l'habitude de voir sur les voiliers. Mais il y a aussi des kites de traction, donc des grands cerfs-volants, si on peut dire, des turbovoiles, des rotors Flettner, des ailes souples, des ailes rigides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est dans une période où tout le monde essaie d'évaluer les performances qu'on va pouvoir tirer de ces technologies. Et force est de constater qu'il semble qu'il n'y ait aucune de ces technologies-là qui va se détacher des autres, de se dégager de la tête et des épaules. Et donc, elles sont toutes pertinentes selon le type de navire, selon la vitesse à laquelle on veut aller, selon aussi la zone d'exploitation du bateau. Et donc, il y a fort à parier que dans 20 ou 30 ans, une fois qu'il y aura plusieurs dizaines de cargos à voile sur les mers, eh bien, on verra des cargos à voile tous très différents. Et voilà. Et donc, c'est même plutôt une bonne chose. Enfin, ça annonce une période assez passionnante. Sur le sujet de savoir si on pourra propulser les cargos 100% à la voile, c'est la question qui revient toujours. La réponse, c'est oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et on ne peut pas aller très vite, avoir un transport pas cher et être très écologique. Donc, il faut faire des choix et savoir quelle est la priorité qu'on se donne. Et souvent, la priorité, elle est donnée par le client et donc, in fine, par le marché. Donc, certains clients qui veulent importer, je vais prendre l'exemple de café bio équitable hein, pour faire dans la caricature, ce genre de client-là va être prêt à accepter d'aller lentement et va vouloir transporter 100% à la voile. Et c'est possible. Et de la même manière, nous, côté Zephyr-Gori, on travaille aujourd'hui sur un cargo avec GIFMAR Offshore Service, un cargo qui sera à propulsion mixte, qui va transporter le lanceur Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane. Et donc, pour ce client, on doit respecter une certaine vitesse qui ne nous autorise pas à espérer naviguer que à la voile. Et donc, c'est une navigation hybride voile-moteur. Pour schématiser, pour ceux qui n'y connaissent pas, enfin, voilà, c'est très caricatural, mais on peut considérer qu'un bateau qui va aller à 17 nœuds ou plus, ce qui est une vitesse assez élevée pour un cargo, c'est même pas la peine de mettre des voiles, on ne l'utilisera jamais. Et à l'inverse, si on est prêt à réduire sa vitesse à 7 nœuds ou encore un peu en dessous, à ce moment-là, on peut considérer qu'on peut naviguer que à la voile. Et donc, entre 7 et 17 nœuds, vous avez 10 nœuds d'écart et 0 à 100% d'utilisation des voiles. C'est un peu schématique, mais vous pouvez considérer quand même qu'entre 10 nœuds ou 11 nœuds ou 12 nœuds ou 13 nœuds, vous aurez à chaque fois 10% d'économie à la voile d'écart entre ces vitesses. Voilà, et pour conclure, rappeler ce qu'a abordé Guillaume, la réglementation se durcit beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu espérer. En fait, moi, il y a 2-3 ans, je suis assez étonné de voir à quel point l'Organisation maritime internationale met la barre haute dans les réglementations qui
qui vont être mises en application en 2023, donc dès l'an prochain. En 2025, je ne rentre pas dans le détail de ces réglementations-là avec des noms barbares, mais tout de même, il faut garder en tête que l'ensemble de la flotte mondiale va devoir ralentir dans très peu de temps. Et il faut aussi rappeler qu'à ceux qui connaissent moins le milieu du shipping, on voit dans la rue des voitures à hydrogène ou des voitures électriques et on peut être tenté de se dire que ce sera à peu près aussi simple sur les cargos, alors qu'on est extrêmement loin de voir des cargos à hydrogène ou des cargos électriques traverser l'Atlantique avec des milliers de tonnes de marchandises. Donc aujourd'hui, si on veut décarboner la propulsion des bateaux, utiliser les voiles, ce n'est pas juste une lubie nostalgique de la marine à voile, c'est juste la seule solution qu'on ait aujourd'hui, en plus de ralentir, bien sûr. Et voilà, donc ça annonce des années passionnantes. Et donc, ce livre blanc est là pour poser les premiers jalons de cette transition. Merci beaucoup, Nils. Je dirais que le livre blanc arrive à une étape, mais que les projets que vous menez ont commencé depuis bien longtemps et n'ont pas attendu le livre blanc, donc c'est super. Ouais, merci de rappeler effectivement cette question de contraintes réglementaires. On voit bien qu'au niveau européen, on réfléchit sur la manière d'accélérer l'entrée du maritime dans le système d'échange des quotas d'émissions. Enfin, il y a vraiment beaucoup de discussions autour de ça. Et puis, tu fais très bien la transition sur cette question de vitesse et finalement d'enjeux opérationnels. Et la question que je vais poser plutôt à Jean sur la manière dont on met en œuvre vraiment finalement la propulsion par le vent et les enjeux que ça soulève. Ouais, Jean, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, comme a commencé à en parler Nils, le livre blanc essaye de faire ce lien, essaye de faire vraiment un tour d'horizon à 360 des différents sujets. Donc, il y a de la techno, mais quand on parle de maritime, on doit parler aussi d'implantation, de façon dont on va utiliser cette technologie et de comment elle se mêle à un profil opérationnel. Voilà. Et donc, c'est l'objet de la fin du chapitre 2 et du début du chapitre 3 de ce livre blanc. Donc, en fin de chapitre 2, vous trouverez pas mal d'informations sur ce qui se passe quand on cherche à optimiser la route. Et ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire maintenir un ETA, mais essayer de tirer le plus d'énergie possible de la ressource en vent qui est disponible sur la route choisie. Et donc, il y a des outils de plus en plus développés qui s'y penchent. On parle également de la façon de conduire les navires. Qu'est-ce qui régit effectivement la puissance propulsive? Quels sont les paramètres en fait à prendre en compte? Et on voit effectivement que après une cinquantaine d'années où je dirais que la propulsion se résumait à savoir quel type de moteur, combien de cylindres et quel type de réducteur, je caricature un peu, mais quand même il y avait une solution unique, c'est le moteur diesel. Aujourd'hui, on est obligé de rentrer plus finement dans ce qu'on attend d'un outil de transport et sur quels paramètres on est prêt à faire des compromis et sur lesquels on souhaite maintenir les choses. Donc là aussi, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'a pu évoquer Nils. On peut parler aussi de formation des navigants et puis le livre parle rapidement des premiers retours d'expérience qu'on peut avoir qui sont par contre soit à des échelles pas industrielles, soit sur des grands navires, mais à des échelles vraiment de rétrofit, donc de petites installations. Donc pour l'instant, on est quand même plutôt au début. Et puis, donc le chapitre 3 qui lui vraiment aborde de front les aspects opérationnels et essaye d'appuyer sur le fait qu'il faut cumuler différentes mesures et qu'un navire zéro émission, ce n'est pas simplement une technologie miracle qu'on applique sur un navire, c'est bien le cumul de plein de mesures. Donc, il y a des aides technologiques et qui s'adressent évidemment sur l'utilisation des énergies renouvelables qu'on peut collecter sur un navire. Et la plus puissante d'entre elles, de très très loin, c'est le vent. Mais c'est également toutes les autres mesures opérationnelles d'économie d'énergie qu'on peut mettre en place. Et donc, Nils en a parlé, et je vais donc appuyer sur l'importance évidemment du choix de la vitesse. Et quelque part, il y a le choix de la vitesse, il y a le choix aussi des formes du navire. Donc, est-ce qu'on va privilégier
des formes qui réduisent la résistance à l'avancement, mais du coup, peut-être permettent un peu moins de capacité. Est-ce qu'on va essayer de favoriser la capacité à l'antidérive? Donc, tout ça sont des choix qui, quelque part, amènent à un compromis à réaliser sur la productivité d'un outil. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, après des siècles où on a une recherche de productivité de plus en plus, je dirais, poussée, il faut ajouter un nouveau paramètre qui est l'impératif de réduction d'impact et qui va devenir de plus en plus important et qui doit rentrer dans ce compromis de productivité. Il faut ajouter vraiment ce nouveau terme. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas sur les navires qui existent, mais demain, ça va le devenir de plus en plus. Et donc, ce chapitre aborde un peu ces éléments. Il expose aussi des améliorations qui s'apportent, l'amélioration de la stabilité des coûts, notamment, quand on a un navire qui est 20-30% moins consommateur, mais même dans certains cas, qui essaie d'aller sur du 80-90%, comme ça peut être le cas pour TOT ou pour notre projet, eh bien, ça permet d'être indépendant finalement du prix du baril. On est beaucoup moins exposé. C'est là qu'il y a un paradoxe qui, quelque part, est quand même assez intéressant, c'est qu'on s'appuie sur une énergie qui est intermittente, mais visible, et que, du coup, on arrive à des coûts qui sont plus faciles à maîtriser et à prévoir que la ressource magique du pétrole qui amène une énergie continue, mais dont le prix, lui, est imprévisible. Donc, je trouve ça très intéressant. Il y a aussi, évidemment, des enjeux d'intégration extrêmement fortes à bord des navires. Donc, j'ai commencé à l'aborder. Il y a un petit encart aussi dans le livre blanc, je pense qu'il est important de souligner, c'est les limites de la comparaison. On a facilement tendance à chercher à faire la course entre les différentes technologies. Ça a été un peu dit avant que finalement, on se place à côté de ça. Les technologies ne sont pas forcément simples à comparer parce qu'elles ont des domaines d'usage qui peuvent être différents. Et le transport maritime est très divers. On pense toujours aux très grands porte-conteneurs qui font la liaison entre l'Europe et la Chine, mais en fait, ça, c'est peut-être 2-3 000 navires sur une flotte qui en compte plus de 80 000. Donc, il y a une diversité gigantesque de navires, de besoins, d'usages, et donc il faut aussi une diversité importante dans les systèmes de propulsion par le vent qui chacun va avoir des avantages et des inconvénients différents. Et donc, il faut se méfier de comparaisons brutales sur tel ou tel paramètre uniquement entre les technologies. Le livre le précise. Il y a également, en fin de chapitre 3, une réflexion sur les aspects de certification, et donc de certification selon, je dirais, plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect performantiel. Donc, c'est sans doute le domaine sur lequel nous avons collectivement le plus de travail à réaliser, c'est-à-dire à réussir à documenter les performances qu'on peut attendre de ces systèmes. On a 5000 ans d'expérience d'usage du vent, et paradoxalement, eh bien, on ne sait pas bien finalement dire combien ça permettra d'économiser sur nos grands navires. Donc, il faut pouvoir documenter ça. On sait aussi que dans les modèles de prévision, dans les modèles de conception, dès qu'on parle d'utiliser le vent sur des allures hybrides avec du moteur et puis des grands navires, etc., eh bien, on arrive aux limites de ce que sont capables aujourd'hui de faire les modèles parce qu'il n'y a pas d'exemple pertinents qui ont permis de recaler ces modèles. Et donc, c'est ça le défi qu'on doit aussi collectivement accomplir, c'est amener une documentation suffisante, robuste, pour documenter les performances de ce que nous essayons de réaliser. Il y a un aspect aussi de certification en termes de sécurité. Évidemment, les systèmes de propulsion par le vent sont des grands appareils, ce sont des grands appareils qui ont des impacts sur le navire, sur la stabilité, des impacts éventuellement aussi sur la visibilité. Donc, ils doivent être certifiés. Il est important quand même de préciser que la certification de ce type d'appareil ressemble plus à la certification d'une grue et comporte généralement quand même des difficultés qui sont bien moindres que quasiment toutes les autres solutions type hydrogène, etc., qui risquent d'exploser ou de polluer. Et donc, dans notre cas, on a quand même beaucoup moins de difficultés à faire certifier, et les sociétés de classification sont très impliquées. Alors déjà, elles ont elles aussi une expérience
de classification des systèmes véliques, hein, parce qu'il y a aussi des grands voiliers historiques qui existent et qui sont classés. Donc, quelque part, ils ont déjà des bases de référentiels qui leur permettent de travailler. Et donc, ça, c'est important de le dire, mais on continue évidemment avec eux de travailler. Il y a également l'aspect assurantiel, qui est extrêmement important, donc qui est abordé aussi dans le livre, et avec un travail qui est en cours avec les grands assureurs. Il y a pour l'instant, en tout cas, je crois, aucun de nos projets qui rencontre un problème réel sur le sujet des assurances. Néanmoins, il est intéressant de travailler avec eux pour améliorer la prise en compte des nouveaux risques, mais aussi la réduction des risques précédents et comment cela pourrait amener demain aussi prise en compte différente du point de vue des assurances. Voilà, donc je crois avoir fait à peu près le tour de ce chapitre 3, puis je vous remercie beaucoup d'être présent et de votre attention. Merci beaucoup, Jean, d'avoir effectivement fait un tour relativement exhaustif de ces sujets. Tu parlais voilà, des enjeux de développement, de certification, de performance, et ça fait un peu le lien aussi avec la prochaine intervention de Stéphanie, qui va être plus sur les perspectives finalement de marché. On a des éléments hein, sur 2030, 2050 à l'échelle mondiale. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces éléments de perspective et puis surtout, on va être un peu cocorico de la place du secteur français aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se dessine? Merci beaucoup. Tu es en mute, Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup à Lise pour son investissement pour le livre blanc qui, je pense, est une brique essentielle et indispensable pour pouvoir disséminer justement toutes les informations par rapport à la propulsion par le vent. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui rencontre un engouement dans la société civile avec de très belles images, etc. Mais ce n'est pas que des très belles images. Là, on est vraiment... on est un tournant au niveau du secteur maritime. Et donc, comme Guillaume et Niels l'ont mentionné, on a des réglementations environnementales qui sont de plus en plus contraignantes et les armateurs vont devoir très rapidement payer pour les émissions qu'ils émettent. On a un marché mondial qui est en forte croissance, qui continue d'être en forte croissance avec à peu près 3% de croissance par an. Le gouvernement britannique en 2019 estimait qu'en 2050, on aurait 50% des navires qui seraient équipés avec de la propulsion par le vent. En France, on a une opportunité qui est énorme, qui est vraiment très importante. On a toutes les conditions qui sont réunies pour faire du vélic un vrai succès en France. Pourquoi? D'abord parce qu'on a un vivier d'experts. C'est vrai que sur la trentaine d'équipementiers ou d'armateurs sur le plan mondial, on a une grosse partie qui est située en France du fait de l'histoire de la France et de la course hauturière. On a une chaîne de valeur qui est bien là, qui est déjà installée entre les armateurs, les chantiers navals, comme Chantier de l'Atlantique, les assureurs, les bureaux d'engineering, les équipementiers, les sociétés de classe. On a Bureau Veritas qui travaille avec pas mal d'entre nous déjà. On a également des synergies avec d'autres secteurs, comme le secteur de l'aéronautique, c'est notre cas au sein d'Airseas. On a une vraie opportunité de réindustrialiser. Pour Airseas, on estime qu'en 2030, on aura 1000 navires équipés. Donc, on a une vraie filière qui est en cours de constitution avec un vrai soutien des acteurs publics et la présence de l'ADEME le démontre aujourd'hui. Donc, on a également le soutien des régions, la région Bretagne, la région Pays de Loire, d'autres également. On a la place importante de clusters qui ont vraiment pris du moins en compte l'importance que revêt la propulsion par le vent. Pour le secteur maritime, c'est le cas de Winship, mais c'est le cas également du cluster maritime français, c'est le cas du GICAN, c'est le cas également des pôles, comme le pôle mer-Bretagne. Donc, on a du moins tout un écosystème qui est là. Comme l'ont mentionné, que ce soit Niels, Jean ou Guillaume, on sait que le vélic, c'est une solution qui est disponible dès à présent et qui va être une brique, mais incontournable, du fait des carburants alternatifs qui vont être très onéreux et pas en quantité suffisante.
Donc, on a énormément, on a une énorme flotte, hein, à peu près 100 000 navires. On sait que cette flotte, on ne va pas la mettre à la casse, on n'aura pas l'opportunité de reconstruire et ni l'argent pour reconstruire des navires avec un design propre. Donc, on va devoir rétrofiter, on va devoir également construire des bateaux neufs. Et en France, on a une vraie opportunité. Pour ceux qui douteraient encore, pourquoi le Vélic a été abandonné il y a des décennies? Pour 2 raisons. D'abord parce que ça requérait l'intervention humaine et parce qu'il n'y avait pas de capacité prédictive. Aujourd'hui, on a l'automatisation des systèmes et on a la capacité prédictive. Donc, on a tous les éléments qui sont là, en place, et il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de cette opportunité. On sait que le navire de demain, encore une fois, ce sera un navire hybride avec un certain nombre de solutions à bord et la brique Vélic sera une brique qui sera bientôt obligatoire, notamment sur les bâtiments neufs. Donc, tous les voyants sont ouverts. L'État a joué un rôle très important, mais il faut que justement les acteurs institutionnels et le gouvernement continuent de soutenir ces acteurs pour qu'on puisse franchir la marche et arriver à l'industrialisation. Sinon, ce grand virage, il ne pourra pas être pris. On a besoin également de la société civile et de tout, je dirais de tous, et de tous au sein de notre audience aujourd'hui pour disséminer cette information et passer ce message pour faire pression sur les autorités publiques, mais également au niveau européen, car on se bat tous les jours au niveau européen parce qu'on a d'autres lobbying, d'autres groupes, chacun a sa vision des choses, et pourtant, c'est une évidence. Le vent, c'est une source illimitée, gratuite et disponible. Donc, effectivement, voilà, on en est là aujourd'hui. Les armateurs aussi, les armateurs au niveau mondial et les armateurs français doivent saisir cette opportunité. Et ça, c'est important qu'on soit soutenu par les armateurs français. Ils doivent se rendre compte que c'est un vrai avantage concurrentiel pour eux, tant au niveau je dirais, de gagner du temps dans cette transition énergétique, que de gagner de l'argent à terme. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que tu fais très bien la liaison justement, et on va passer la parole pour droit de réponse à Nelly qui va nous parler de la position d'Armateurs de France, en tout cas de ce qu'eux pressentent en termes d'intérêt, de pertinence de la propulsion par le vent, et peut-être un peu, voilà, ce que le livre blanc peut apporter dans cette réflexion. Nelly, je te passe la parole. Merci. Merci Lise et bonjour à tous. D'abord, un grand merci de me permettre d'intervenir pendant ce webinaire. La décarbonation des navires n'est plus une option aujourd'hui, c'est une priorité. Le contexte réglementaire, que ce soit international ou européen, met la barre très haut, comme l'a dit Lise, et les armateurs français sont proactifs sur ce sujet. S'agissant du vent, le président d'Armateurs de France aime rappeler qu'il y a un siècle, les navires sont passés de la voile à la vapeur et qu'aujourd'hui, pour réduire l'impact climatique relatif à l'exploitation des navires, le vent s'invite à nouveau dans les systèmes propulsifs des navires. Disponible partout dans le monde, gratuit, sans émissions de gaz à effet de serre, le vent est vraiment une énergie à saisir. Et ce n'est pas une énergie nouvelle, c'est une énergie qui est renouvelée, elle est adaptée. Et les technologies sont d'ores et déjà disponibles aujourd'hui. Que ce soit en 100% vent ou en hybridation, certains membres d'Armateurs de France ont déjà choisi cette solution. Neoline, Gifmar, Zéphyr et Boré, Taute, la compagnie maritime nantaise, LDA, et les autres suivent de très près le développement des différentes technologies. Ce livre blanc, il permet un état de l'art important, notamment sur les technologies disponibles. On est vraiment très heureux de l'accueillir car il offre une vision claire et exhaustive de cette solution dans la nécessité que nous avons aujourd'hui de décarboner les navires. C'est aussi un outil important de vulgarisation car il y a beaucoup de technologies à s'approprier et de voir l'importance de quelle technologie pour quel type de navire. Le livre, il permet également de rappeler la disponibilité et les prévisions du vent avec notamment des intérêts tout particuliers sur certaines routes.
Certaines technologies sont disponibles aujourd'hui pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires, telles que le gaz naturel liquéfié, l'électricité, la réduction de la vitesse, mais les futurs carburants tels que l'hydrogène, l'ammoniac, ne sont pas encore disponibles pour les navires, notamment pour des questions de stockage important. Et utiliser le vent dans un mix énergétique peut permettre l'accès à ces carburants sur certains types de navires. Le livre blanc, il permet donc de faire connaître encore davantage cette solution, ses avantages, son efficacité, mais aussi ses besoins, notamment en termes de financement des projets. Et on y voit aussi, comme l'a dit Stéphanie, que la France peut se féliciter d'un bassin entreprenant en la matière, mais qu'elle doit vraiment conserver cette dynamique dans la filière tout entière. Maintenant, s'agissant des pistes pour structurer et accélérer le développement de la propulsion par le vent, tout cela est vraiment très bien expliqué dans le livre blanc. On y parle de promouvoir l'adaptabilité des technologies à la typologie des navires. Il y a tout un volet formation des navigants qui est nécessaire aujourd'hui. Les marins dans les écoles de l'ENSEM ne sont pas formés sur le vent. Ce serait des modules intéressants à ajouter. Il y a tout un travail réglementaire à l'OMI à poursuivre pour promouvoir cette solution. Et voilà, je reviens sur la question de financement, c'est important, soutenir les prototypes. Il y a des besoins de trésorerie qui sont importants et donc accompagner le risque des armateurs. En conclusion, vraiment, on salue le travail de Lise et de Winship dans la production de ce livre blanc qui, on l'espère, permettra une croissance du développement de la propulsion par le vent. Merci. Merci beaucoup Nelly pour cette prise de parole et cette présentation effectivement de l'implication, on la voit, très active de plusieurs segments dans le maritime et notamment du segment des armateurs qui vont être effectivement les premiers utilisateurs de ces projets-là. Je vous propose de passer à une petite session de questions-réponses sur quelques-unes que je vois apparaître là, dans le fil de la discussion. Il y en a eu une qui parlait de l'importance de l'enjeu sur le rétrofit, parce qu'on a effectivement 50-60 000 navires de charge qui circulent aujourd'hui, qui ne vont pas tous être envoyés en démantèlement. Et cet enjeu est extrêmement important. Et quelle est la place finalement du VELIC dans ces enjeux de rétrofit? Est-ce qu'on a déjà des projets concrets? Où est-ce qu'on en est? Je vois que Niels a évoqué déjà le sujet de Wizamo sur la compagnie maritime nantaise, que la compagnie du Ponant a réagi aussi en disant réfléchir à cet équipement en VELIC. Peut-être que Stéphanie, tu peux nous donner quelques éléments sur le rétrofit? Oui, alors effectivement, comme je l'ai mentionné, le rétrofit, c'est un marché qui est très impressionnant et qui est un marché énorme. Et on doit absolument privilégier cette solution-là plutôt que la mise à la casse qui est, en termes de bilan carbone, très, très important. Si on pense et on envisage de construire de nouveaux bateaux, je pense que d'un point de vue bilan carbone, ça va être désastreux. Donc oui, le rétrofit est très, très important et représente un marché très, très important. Je crois que, voilà, effectivement, on a déjà des projets sur ces sujets de rétrofit et les 15, on va dire, grands navires de charge là, qui sont équipés aujourd'hui le sont en rétrofit. Ce sont des navires existants qui ont été équipés de systèmes de propulsion VELIC. Donc oui, c'est un enjeu majeur. J'en profite puisqu'il y a une autre question dans la foulée sur le fait qu'on avance dans le livre blanc que les vents dominants ne changeront pas d'ici 2050. Alors ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Météo France. On a eu différents échanges avec des experts de Météo France qui estiment qu'effectivement, même si on a des mouvements, on a des changements dans la fréquence et dans l'intensité des événements exceptionnels, mais en termes de vent dominant, a priori, eux estiment qu'on n'est pas sur des changements majeurs là d'ici les 50 années qui viennent en tout cas. Peut-être un chiffre, on estimait, nous, enfin c'est des études qu'on a fait, nous, R6, mais on estime un marché à 30 000, par exemple, pour nous, le marché de rétrofit au sein d'R6 avec, donc là, à la grosse. Après, il y a des typologies de navires qui se prêtent davantage, mais voilà, c'est un marché qui est très, très, très important. Peut-être une question de Félix. Quels sont les exemples concrets de propulsion 100% VELIC en France aujourd'hui? Je ne sais pas, Jean, tu veux répondre? Alors, oui, alors effectivement, il y a un navire
quasi 100% vélique, en tout cas, qui est sorti récemment, hein, qui est Grain de Sail. Donc, on est sur un navire à voile et le moteur ne sert, à ma connaissance, que pour les manœuvres. Voilà. Donc, il est réellement 100% vélique. Après, on est sur une taille de navire relativement limitée, sur 26 mètres, et puis une typologie de ligne aussi qui est particulière, puisque son armateur est également son chargeur, puisque ce navire est affecté au transport des fèves de cacao pour les chocolateries de Grain de Sail. Donc c'est effectivement, je dirais, une configuration assez idéale pour voir aller le plus loin possible dans l'utilisation du vent. Après, comme on l'a pu l'évoquer, le pourcentage d'usage du vent va dépendre majoritairement de deux grands paramètres. Il va dépendre de la vitesse que l'on accepte de donner au navire, et il va dépendre également de la zone de navigation. Quand vous êtes en cabotage en Méditerranée avec une escale tous les 3 jours, en Méditerranée, des fois, on a une semaine sans vent. Voilà, donc là, soit on arrête le navire, soit il faut bien trouver une autre solution pour propulser. Et en plus, quand vous avez des escales prévues tous les 2-3 jours, si vous êtes dans une logique industrielle, vous ne pouvez pas vous permettre il faut une réelle régularité. Donc, c'est plus sur les trajets océaniques à des latitudes relativement élevées qu'on pourra être sur les décarbonations les plus importantes, comme celles qu'on essaiera d'atteindre avec notre projet au-delà de 80%, mais là aussi avec des vitesses relativement faibles, de l'ordre de 11 nœuds. Quand on va chercher sur des navires qui vont avoir des tailles plus importantes, massifiées, on va plutôt là aussi avoir tendance à réduire la vitesse. Si on est prêt à aller à 7-8 nœuds, là, on peut commencer à envisager une propulsion, je dirais quasiment 100% vélique finalement. Maintenant, sur le trajet qui s'allonge, on va quand même consommer de l'électricité pour le bord, donc ça peut avoir aussi des effets contraires. Mais disons que dans tous les cas, ça reste une énergie intermittente qui nécessite une capacité pilotable disponible pour faire face aux situations de sécurité, mais aussi aux enjeux industriels. Donc, c'est la grosse pierre, la propulsion par le vent, de notre point de vue, dans notre vision du navire zéro émission, c'est la grosse pierre, la pierre principale, mais clairement pas la pierre unique. Il faut finir le travail ensuite avec d'autres technologies. Merci Jean. Peut-être que pour compléter, aujourd'hui, ce qu'on a comme navire à propulsion 100% vélique, c'est surtout des gréements traditionnels. Avec des compagnies comme Blue Schooner, comme oui. compagnie Frères de la Côte, etc. On a une question, je ne sais pas, peut-être pour Niels, sur la limite qu'on pourrait avoir en termes d'équivalent de VP pour des navires, des porte-conteneurs qui soient 100% propulsés par le vent, ou de même, quelles seraient les limites en EVP pour de la propulsion hybride? Est-ce que tu as des éléments de réponse? Dessus, Niels. Moi, j'ai des éléments de réponse, mais c'est quand même compliqué comme question, comme réponse surtout. Globalement, on peut considérer que plus le bateau est grand, plus ça va être dur de faire du 100% à la voile. Parce que quand on augmente la taille du bateau, on augmente aussi sa largeur et son creux, et donc sa capacité de transport augmente très rapidement, et donc on a rapidement plusieurs dizaines de milliers de tonnes à déplacer. Et par contre, l'espace sur le pont, lui, n'a pas augmenté aussi vite. Donc finalement, le ratio surface de voile sur nombre de tonnes à transporter n'évolue pas dans le bon sens. Et donc, plus le bateau est gros, moins on aura d'économies globalement. Ça, c'est un premier truc à avoir en tête. Et puis ensuite, nous, aujourd'hui, on travaille sur 2 projets de porte-conteneurs. Un assez petit de 80 mètres et pour lequel on vise du 100% à la voile sur certaines lignes. Par exemple, la transatlantique, nord-transatlantique, c'est parfait puisqu'il y a vraiment des très bonnes stades de vent. À l'inverse, si on veut aller vers le sud et qu'on passe l'équateur, on passe vraiment par des zones où il n'y a pas du tout de vent. Et là, il faut consentir à mettre un peu le moteur pour arriver à passer ces zones-là. Et du coup, on peut viser que 50-60% d'économie alors qu'on a fait le maximum et qu'on a consenti à beaucoup d'efforts techniques. Donc, c'est juste pour dire qu'avec un même bateau, un même design assez radical, avec des choix engagés, on n'aura vraiment pas les mêmes résultats en fonction de la ligne qu'on vise.
Je vais vous donner un autre exemple. On travaille beaucoup sur un autre projet de porte-conteneurs plus gros, qui fait 180 mètres et près de 2000 EVP. Donc, ça reste un tout petit dans le monde des porte-conteneurs, mais pour nous, c'est un très gros. Et ce bateau, donc sur une transatlantique nord, on va faire des économies de 40-45%, ce qui est vraiment chouette. À 11 nœuds, c'est énorme de pouvoir déplacer un cargo pareil à 45% grâce à l'utilisation du vent. Et si on route ce même bateau depuis la Méditerranée vers Singapour, on tombe à des économies de 14%. Donc, vous voyez bien que c'est quand même globalement la ligne et donc les stades de météo associés et puis la vitesse qui vont donner le résultat. Enfin, ce n'est pas que la forme du bateau et le nombre de voiles qu'on met sur le pont. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une question j'ai une question très technique sur la disponibilité de données publiques sur les performances des systèmes et un peu en corollaire sur l'existence où on en donne des VPP en intégrant les questions de routage. Alors là, je ne sais pas qui a envie de répondre à celle-ci. Jean, tu veux? Rapidement, parce que oui. on aura pour une ou deux questions derrière. Vas-y, je t'en prie. Donc, effectivement, comme on le disait, il y a aujourd'hui un manque de données publiques et je dirais d'éléments suffisamment développés et contrôlés de façon indépendante sur des navires réels pour pouvoir tirer toutes les conclusions. Donc, c'est clairement aujourd'hui effectivement un manque. Il y a déjà des études, il y a déjà des publications, mais souvent, c'est quand même sur des installations de rétrofit où on n'aborde pas forcément suffisamment les aspects justement opérationnels dont on soulignait l'importance majeure dans les économies qu'on peut obtenir. Ensuite, sur le fait de faire des études, donc là, par contre, clairement, les méthodologies se développent bien. Donc, Niels en parlait tout à l'heure, mais on sait assez bien réaliser des prédictions de puissance pour chacun des systèmes qui est développé. Et d'ailleurs, les équipementiers comme Airseas, comme Aero, comme d'autres, se spécialisent dans la capacité à prédire la poussée que permettra leur système. Après, au niveau du navire, il faut réussir à réunir ça avec des éléments hydrodynamiques. Mais là aussi, on a des modèles qui sont quand même très bons dans la gestion de tout ça. Et puis ensuite, l'enjeu, c'est d'être capable de marier. Voilà, marier l'aéro, l'hydro, compte tenu des équilibres du navire, de sa dérive et tout ça. Et là, c'est un peu plus, je dirais, issu de la course au large, qui est habitué à ça, mais dans un cadre navire de commerce, c'est encore un peu différent. Et donc là, c'est des développements qui se font en ce moment et qui se développent assez bien chez différentes ingénieries qui développent ça, comme DICE, mais comme d'autres. Et qui permettent d'obtenir réellement les performances d'un navire selon l'angle du vent, sa vitesse, etc. Après, il y a une dernière étape, c'est l'étape du routage. Donc, on parle de routage, mais dans une vision opérationnelle, c'est-à-dire tous les jours, de savoir quelle route on va prendre, etc. Mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser à partir des statistiques historiques de météo, de sorte à être en capacité de prédire finalement statistiquement sur une route donnée quels vont être les taux d'utilisation du moteur, les économies, les vents rencontrés, etc. Et donc ça, c'est des outils là aussi qui se développent bien et qu'on utilise. Donc nous, dans notre cas, on a fait nos premières études dès 2018. On a d'ailleurs publié un mémoire disponible sur le site de l'ATMA, donc l'Association des techniques maritimes et aéronautiques, qui permet de montrer un peu quelle démarche de conception itérative on a adoptée dans le cadre de notre navire Neoliner. Et donc, je pense qu'on commence à être assez robuste sur la façon sur la méthodologie de prédiction, même si il faut encore compléter ça par des réelles mesures in situ, et c'est là qu'est la recherche. Merci beaucoup, Jean. Alors, je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vous rassure, et Florent va vous le redire derrière, on va avoir d'autres webinaires consacrés à des sujets un peu plus précis à venir sur la propulsion par le vent. Peut-être une toute dernière, on demande quelle stratégie européenne on pourrait mettre en place, puisqu'on a effectivement
aujourd'hui vers une construction notamment de ces navires qui est très, très basée en Asie. Quel pourrait être le rôle est-ce qu'on n'aurait pas une stratégie européenne à mettre en place? Oui, sans doute. Effectivement, on a un travail là-dessus et les chantiers de construction voilà, commencent à se parler, je pense, un peu plus sur la capacité à mettre en place des navires, pas uniquement en France, mais voilà, sur moins à l'échelon européen, sur des navires qui sont effectivement plus complexes, à plus forte valeur ajoutée. Voilà, donc là, il y a des réflexions en cours aujourd'hui et je pense qu'il y aura du mouvement à venir. On n'a pas encore estimé la taille du gisement crédit carbone associé à la voile. C'est un sujet sur lequel on va arriver assez rapidement, effectivement, avec l'entrée du transport maritime dans le système d'échange des quotas d'émissions. Je pense qu'on va effectivement peut-être clore là la session de questions-réponses, laisser à chacun la possibilité de nous dire un petit mot de la fin avant que Florent conclue. Je passe peut-être la parole à Nelly. Merci. Énormément de choses ont été dites. Je suis heureuse de savoir que des webinaires vont suivre pour rentrer encore plus dans le vif du sujet. On va en avoir besoin. Et pour le petit mot de la fin, merci à Wassim Daoud d'avoir rappelé, parce que je l'ai oublié, qu'Opponent est quand même la première compagnie chez Armateurs de France à avoir eu un navire à la voile. 1000 excuses, et c'est quand même très important. Merci Nelly. Philippe? Oui, merci Elise. Voilà, on peut déjà se réjouir de la très grosse participation à ce webinaire, hein. Donc, ça montre encore l'intérêt qu'on a déjà vu précédemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certains messages ont été passés, donc on n'a pas toutes les réponses à certaines questions, enfin, qui demeurent très pertinentes. Effectivement, quelle suite on donne à ce livre blanc? Donc, on réfléchit avec vous sur les points sur lesquels il faut maintenant travailler. Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est, comme l'a évoqué Jean, des modèles? Et d'ailleurs, on pourrait s'appuyer sur la thèse qui est en cours à l'École centrale Nantes pour justement améliorer ces méthodologies de prédiction de performance. Mais en tout état de cause, je pense que ce livre blanc donc, est déjà un travail très abouti. Donc, bravo à vous et à votre association pour avoir fait ce travail important. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Nils. Excuse-moi, j'étais pas sur la bonne page. Je m'attendais pas à ce que tu me sollicites pour conclure, mais en tout cas, pareil, je suis agréablement surpris du nombre de participants. Et puis, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de questions. Et du coup, j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser à nouveau des tables rondes comme celle-ci. Merci beaucoup encore à tout le monde. Bonne journée. Je te rassure, on va en faire d'autres. Jean, je te passe la parole. Bien, merci également à chacun de sa présence, de son intérêt pour ce domaine. C'est vrai que quand on a démarré, c'était, comme le disait Nils, un peu fou. Aujourd'hui, c'est presque devenu mainstream. C'est grâce à un travail d'imprégnation important qui a été réalisé par tous les membres. C'est grâce aussi à des sociétés établies qui ont osé parier sur les premiers projets. Donc, je pense évidemment aux armateurs qui accompagnent les différents projets. Je pense aussi aux chargeurs. Donc, je voulais rappeler, on ne l'a pas trop dit, que la proposition d'un transport à très faible impact environnemental séduit et amène de la valeur dans le transport maritime. Et aujourd'hui, en termes de marché, de commercial, c'est réellement prouvé grâce au succès à ce niveau-là des différents porteurs de projets. Et voilà, donc merci d'illustrer ça en étant si nombreux. Voilà. Merci. Stéphanie? Oui. Alors, si j'avais quelques mots à dire, ce serait rappeler que là, on n'est pas sur des projets de doux rêveurs, mais qu'on a des solutions qui sont disponibles dès à présent. Il y a 2 ans, on parlait à peine de la propulsion par le vent. Maintenant, elle est largement, d'abord, elle est prise en compte par tous les acteurs du secteur maritime. Donc, c'est une solution qui est, encore une fois, qui est disponible, qui est très efficace et qui doit devenir une brique indispensable pour le secteur maritime de demain. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer aujourd'hui et faire passer à tout le monde pour que justement on ait des soutiens dans tous les échelons et de toutes parts dans la société et au niveau des autorités publiques européennes, internationales.
Voilà, ce serait le mot de la fin pour moi. Merci Stéphanie. Justement, on va parler un peu plus d'international et je laisse Florent conclure là-dessus. Eh bien oui, donc pour conclure, je vais essayer d'être rapide parce qu'on est déjà un poil en retard. Donc oui, comme on l'a vu, la propulsion par le vent accélère. Elle accélère pour répondre à une urgence climatique et écologique qui s'accompagne bien sûr de renforcement de réglementation au niveau européen, au niveau international avec l'EMI. Et c'est cette contribution-là qui sera mise en valeur lors du One Ocean Summit à Brest et en ligne le 9 février prochain. Et donc Winship a été sollicité pour pouvoir mettre en place un forum qui sera dédié à la propulsion par le vent des navires. Et je vous invite à vous y inscrire. Et normalement, le lien pour l'inscription sera dans le chat. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de retrouver le lien un peu ailleurs. Et je m'excuse pour les bruits de fond pour notre ami chien. Pas de souci. Et donc, juste pour rappeler que du coup, ce livre blanc a permis de poser des bases avec des sujets qui, du coup, devront être approfondis. On vous invite tous à vous emparer de ces sujets pour aller plus loin. On invite particulièrement aussi les chercheurs, les étudiants à s'en emparer. Et on est là, Winship est là, les membres de Winship sont là pour vous aider, pour vous suivre, pour collaborer, pour pouvoir explorer le sujet avec vous. Et donc, on va mener des travaux pour approfondir plus loin certains aspects. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir lancer une série de webinaires qui pourront couvrir d'autres sujets, notamment, par exemple, on a parlé de performance, d'intégration, de financement, d'industrialisation. On a parlé aussi de routage météo. Et ce qui est très important également, c'est les métiers, les compétences qui sont appelées sur l'ensemble de la filière, que ce soit à bord des navires, mais comme à terre. Et puis, on va parler aussi plus largement, on a un peu évoqué dans certaines questions, d'autres échelles de navires, à savoir du cabotage à différentes échelles, et à savoir aussi la pêche. Donc, ce seront des sujets qui seront portés à travers plusieurs webinaires, plusieurs ateliers tout au long de l'année. Et donc, pour remercier encore une fois donc les financeurs autour du livre blanc, à savoir l'ADEME, la région Bretagne, les agglomérations de Saint-Nazaire et de Nantes, le cluster maritime français, et puis encore une fois Lise pour ses superbes travail tout au long de l'année, au-delà du livre blanc, et puis les membres, bien sûr, qui portent le message loin, et aux contributeurs passionnés qui nous permettent de faire vivre la propulsion par le vent, et en l'occurrence ce livre blanc. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt. Merci beaucoup Florent. Je clôt là ce rendez-vous, et je vous remercie tous de votre participation et de votre présence, et j'espère qu'on vous retrouve au prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir.